à tout le monde. Bonsoir à tous. J'ai joué cette chanson en hommage à Maëlie Ba. De son vrai nom, Chantal Ba. J'ai joué cette chanson, une des chansons de Maëlie Ba, pour lui rendre hommage. Car vous savez, les morts ne sont pas morts. Mais malheureusement, les morts sont partis. Ils ne peuvent plus être témoins vivants des faits et des réalités. C'est avec beaucoup de tristesse que je joue la chanson de Maëlie Ba. Pour parler de cette actualité politique, si je peux dire ça, ou d'une comédie. Pour analyser le discours de l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui, j'aurais aimé que Maëlie Ba soit vivante. J'aurais aimé que tous ces jeunes morts pour Laurent Gbagbo soient vivants aujourd'hui. J'aurais aimé que tous ces amis de Laurent Gbagbo qui sont morts, dont j'ai une grande pensée, pour feu Marcel Gossio, ex-DG du port autonome d'Abidjan, pour Aboudraman Sangaré, pour bien d'autres dont je ne pourrais pas citer tous les noms, pour Ndori Raymond, pour l'ex-député de Yopougon. J'aurais aimé que toutes ces personnes soient vivantes aujourd'hui pour découvrir le visage de Laurent Gbagbo, pour voir qui est réellement l'homme. Mais comme on dit chez nous en Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent. Ils sont dans les arbres. Ils sont dans le feu. Ils sont dans le soleil. Ils sont dans la pluie. Les morts ne sont pas morts. Même s'ils ne peuvent plus s'exprimer physiquement. Spirituellement, ils sont quelque part avec nous. Et je prie pour eux. Je prie pour ma soeur Maëlie Ba, pour qu'elle ait un repos éternel auprès de Dieu le Père. Parce que comme on dit, quand on meurt, on a payé déjà ses péchés sur terre. Donc on devient un saint auprès de Dieu. Et je prie pour qu'elle soit une sainte aussi auprès de Dieu, auprès des autres qu'elle a rejoints. Afin que il puisse porter le message à Dieu directement pour dire, Dieu, regardons ici bas, qui est cet homme? Cet homme, Laurent Gbagbo, pour qui nous sommes morts, pour qui nous avons perdu la vie, pour qui nos familles ont perdu la vie, pour qui des enfants sont morts, pour qui une génération d'enfants ont péri de 2004, 2006, 2007 et puis 2010 devant la résidence. Qui aujourd'hui n'a aucune pensée pour eux, qui aujourd'hui estime qu'il est la victime et que ceux qui sont morts, il n'a même pas d'excuses pour eux. Il n'a pas de pardon pour eux, il n'a pas de regret pour eux, il n'a pas une minute de silence pour eux. Maëlie Ba, j'aurais aimé que tu sois vivante pour voir cette réalité. Mais tu as décidé autrement. À mon avis, à peine, puis on dit bon. Mes frères et sœurs, on va aborder cette actualité que j'ai annoncée. Et je voudrais dire merci aux autorités ivoiriennes, au pouvoir ivoirien, pour lequel Maëlie Ba, notre sœur, n'était pas favorable forcément. Pour lequel, moi, beaucoup d'entre eux aujourd'hui ont beaucoup de regrets. Certains auront le courage certainement de le dire. D'autres n'auront pas ce courage de le dire. Mais je ne les en veux pas. J'avais prévenu. J'avais dit. Et je leur ai dit. Gbagbo va vous décevoir. Ce n'est pas celui que vous pensez connaître. Gbagbo va vous décevoir. Mais aujourd'hui, je vois des vidéos qui me viennent. On m'envoie des vidéos de beaucoup d'entre eux. Surtout de nos compatriotes ivoiriens au niveau de la diaspora, en colère, tristes, qui pleurent, d'autres déchirent leurs vêtements, d'autres déchirent leurs pagnes. Je veux dire à tous ces frères et sœurs,
que, quelle que soit notre divergence, nous sommes tous des Ivoiriens. Quels que soient nos différends, nous sommes tous des frères et sœurs. Quel que soit ce qui nous divise ou nous fragilise, nous sommes dans l'obligation, nous avons un devoir de construire ensemble la paix. C'est pour ça que je veux dire merci, grand merci au président Alassane Ouattara. Donc j'ai le programme et c'est pour ça que j'ai montré une des réformes du président Alassane Ouattara, parce que moi j'ai été à Abidjan, j'ai ça. Je ne sais pas si tout le monde là, je l'ai. Donc j'ai tout le programme ici. Et la paix et la cohésion sociale est au cœur de ce quinquennat. Donc quand vous voyez aujourd'hui Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire s'exprimer, être heureux d'être là, c'est parce que dans le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara, la réforme de la paix, de la cohésion sociale, de la stabilité du pays fait partie de ce quinquennat. Donc Gbagbo est inscrit dans le programme du président Alassane Ouattara. Voilà. Et on va continuer notre analyse. Merci aux autorités ivoiriennes qui, là où Gbagbo n'a pas pu, a trahi, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, a trahi ses sympathisants, ses farouches militants, même sa propre base, le président Alassane Ouattara a honoré. Parce que dans ce qui avait été dit dans la dernière volonté de notre sœur Maëliba, oui, on peut le dire qu'elle est morte pour Laurent Gbagbo, qui a gâché sa vie pour Laurent Gbagbo, qui a perdu 10 années de sa carrière artistique pour Laurent Gbagbo, qui a perdu 10 années de sa vie familiale, de mère et de grand-mère pour Laurent Gbagbo. Maëlie est morte pour Laurent Gbagbo. Mais ce Laurent Gbagbo, je pense qu'il n'a pas suffisamment conscience de cette jeunesse, de ces femmes et de ces hommes qui sont tombés pour lui. Parce qu'il n'a pas de remords. Il ne pense même pas à faire une minute de silence pour eux. Mais c'est la personnalité de l'homme, c'est comme ça il est. Et je pense qu'au fur et à mesure, comme on le dit, le deuxième nom, et le temps est le deuxième nom de Dieu. Et ce temps permettra à quelques incrédules encore de comprendre qui est réellement ce personnage. Merci au président Alassane Ouattara, merci à son gouvernement, merci à tous les Ivoiriens. Restons, demeurons dans la paix, même si on n'est pas d'accord, on peut échanger. Mon analyse de ce jour, c'est sur le discours de M. Laurent Gbagbo à cette comédie politique. Moi, j'appelle ça comédie politique. Pour une comédie politique, parce que je ne sais pas si c'est un congrès, si c'est un meeting. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je qualifie ça de comédie politique. C'est comme un peu dans le Grand Boulevard. En plus, avec l'animateur qui était un comédien, donc qui était un humoriste comédien, je pense que vraiment, c'était le LAS. C'était vraiment une comédie. Mais il y a un message qui m'a beaucoup interpellé, sur lequel je voulais insister et qui a attiré beaucoup plus mon attention. Ce message qui m'a porté, parce que je l'ai trouvé poignant. Et je me suis posé la question, c'est pour ça que je l'ai publié hier sur ma page Facebook. Je dis, est-ce que Laurent Gbagbo a compris le message c'est un politicien tchadien du nom de succès Masra. Du nom de succès Masra. Son message était profond. Son message était fort. Et je me suis dit, mais je ne me suis pas trop intéressé à cette, ce que j'appelle comédie ou conférence ou spectacle politique. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas comment qualifier. Mais j'ai trouvé ce message poignant. Mais en même temps, je pense que on ne peut pas se plaindre non plus d'avoir un semblant d'opposant. Pour moi, je pense que c'est très bien, comme je le dis, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une opposition. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, bon, qu'elle joue la comédie ou pas, qu'elle n'ait pas de proposition ou pas, ça reste toujours une opposition. Donc c'est une très bonne chose que Gbagbo puisse incarner en quelque sorte cette opposition, parce que c'est important d'avoir une opposition dans une démocratie, et que nous sommes une démocratie, et que la Côte d'Ivoire, la démocratie fonctionne en Côte d'Ivoire, et c'est très bien d'avoir des opposants qui puissent s'exprimer tout en respectant l'état de droit et en respectant les principes de la République. Et donc c'est une très bonne chose d'avoir une opposition, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, monsieur l'ex-président Bédié, Henri Konan Bédié, n'incarne pas aujourd'hui cette opposition qu'il devrait incarner. Il s'est autoproclamé opposant, mais
au fil du temps des événements, on démontrait que Bédié n'incarnait pas vraiment cette opposition parce qu'il n'arrivait pas. Il était en tout cas en incapacité. Il est en incapacité d'incarner cette opposition. Donc Gbagbo vient pour rafler la mise, puisque quand on est opposant en Côte d'Ivoire, dans tous les pays, en tout cas, on a quand même une cagnotte quand on est opposant. Voilà, donc ça c'est une vérité. Et quand on est opposant, on est un parti politique, on a une cagnotte. Donc Bédié n'arrivait pas à incarner cette opposition. Bon, peut-être Gbagbo vient pour rafler la mise, pour incarner cette opposition, mais c'est une très bonne chose et je l'encourage, pourvu que ça reste républicain, que ça reste dans le cadre de la démocratie, dans le cadre du respect des principes démocratiques, que ça ne déborde pas. Pourvu que ça ne déborde pas, c'est une très très bonne chose. Et donc on va revenir au discours de M. Laurent Gbagbo et je voudrais vraiment qu'on puisse écouter ensemble déjà Monsieur Succès Masra. Et on va continuer ensemble. Succès Masra. Je veux qu'on puisse le réécouter. Succès Masra. On va le saluer. On part. On va recevoir maintenant le Tchad. Succès Masra. Le Tchad, le pays de feu le maréchal Idriss Déby, le Tchadien qui est venu apporter son soutien à ce congrès constitutif. C'est un athlète. J'étais récemment au Tchad. Hein? Ah ouais, je suis le président du Dromika. Moi, dans mon parti, il n'y a pas de vice-président. Sinon, c'est pour prendre ma place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Adama. Au Tchad, on n'apprécie pas seulement l'humour ivoirien. Monsieur le Président Gbagbo, je suis très honoré de prendre la parole ici. Je vais enlever ma casquette de Tchadien. Je viens avec l'esprit de Toumaï, le Tchad étant berceau de l'humanité. Je voudrais parler comme un jeune Tchadien, mais aussi surtout comme un jeune Africain. Je suis très honoré de prendre la parole ici. Je me posais une question. Qu'est-ce que j'aurais fait à votre place si après 10 ans de prison, on me remettait en liberté? Je me demande bien ce que j'aurais pu faire. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. Hein. Merci à vous. Alors, en rentrant dans cette salle aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris. Surpris de voir le représentant du président Ouattara dans la salle. Monsieur Adama Bictogo, surpris agréablement de voir le représentant du président Bédié dans la salle. Et alors, je me souviens qu'il y a quelques jours encore, quelques semaines, vous-même vous avez rencontré votre frère, le président Ouattara. C'était, si ma mémoire est bonne, un 27 juillet de cette même année. Je me suis dit donc, en voyant ici un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, mais aussi un nouveau départ pour l'Afrique, je me suis dit qu'il y a sans doute des hommes d'État dans ce pays, la Côte d'Ivoire, capables de tirer les leçons de leurs erreurs. Car en réalité, il y a un adage qui dit, au final, quel est l'homme qui n'a pas péché? Que celui qui n'a point péché me jette ici la première pierre. Et je me suis dit, la grandeur est en train de se relever à travers vous, ce trio qui a été tant présent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara, Bédié, Gbagbo. Et je viens à la suite, un peu comme un jeune Africain qui vous a observé, dont vos parcours a inspiré un peu la vie. C'est de la Côte d'Ivoire que je suis reparti au Tchad pour lancer les transformateurs. Donc la Côte d'Ivoire m'a tant donné. Je ne vote pas en Côte d'Ivoire, mais j'observe ces aînés de la Côte d'Ivoire avec l'œil d'un Africain qui rêve d'un nouveau départ pour l'Afrique. Et je me dis, quelle occasion incroyable, quelle occasion incroyable de laisser pour l'Afrique un panafricanisme du XXIe siècle, un progressisme du XXIe siècle. Peut-être que demain, nous n'aurons pas besoin
des dénominations ici et là, des partis, mais nous aurons probablement besoin des partis des peuples africains seulement. Qui sait? Qui sait? Je me dis, ce panafricanisme du XXIe siècle, il lui faut du courage. Oui, il faut le courage de la liberté. Il faut le courage pour enlever certaines chaînes qui veulent nous emprisonner tous. Il faut beaucoup de courage. Et peut-être que ce panafricanisme du XXIe siècle, c'est simplement le leadership serviteur. Le paysan de la Côte d'Ivoire qui cultive le cacao, parfois ce n'est pas le nom d'un parti dont il a besoin. Il veut simplement savoir si le dirigeant qui est à la tête de ce pays est un serviteur. Ces premières questions... Et ces premières questions... Merci. Merci. Alors, cher président Gbagbo, mais à travers vous, je voudrais m'adresser aussi aux deux autres présidents encore vivants dans cette nation de Côte d'Ivoire. L'Afrique vous observe. Je viens au nom de cette Afrique jeune, très jeune, très très jeune. L'âge moyen des Africains est autour de 25 ans. L'âge moyen des dirigeants africains est autour de 67 ans. Il y a donc là une espérance dans une sorte un peu de dialogue intergénérationnel. Je suis venu vous dire, président Gbagbo, transmettez-nous l'essentiel que vous avez. Transmettez-nous l'essentiel que vous avez. Et faites en sorte qu'avec vos autres collègues, le président Ouattara, le président Bédié, mais les autres aussi, faites en sorte de laisser à cette Afrique l'essentiel de vous, débarrasser de vos erreurs, de manière à ce que vous allez nous laisser soit le meilleur de ce que vous avez. Transmettez-nous cela. Et je voudrais terminer en disant... Et partez à la retraite. Je voudrais terminer en disant, pendant que vous étiez encore en prison à La Haye, avec des jeunes Africains, je peux entendre certains de mes amis, Ousmane Sonko, du Sénégal et les autres, nous avons lancé ce qu'on appelait l'interafricaine progressiste. Parce que nous avons voulu que l'Afrique aussi ait son inter quelque chose. De manière à ce que nous ne soyons pas alliés à l'international socialiste, à l'international libéral, à l'inter quelque chose, mais que nous soyons capables aussi, au nom des peuples africains qui peuvent avoir peut-être leur parti, être capables de parler de l'Afrique de demain, qui est une Afrique libre, qui est une Afrique décomplexée. La nouvelle génération que vous laissez est une génération à qui vous avez donné encore plus d'armes et qui doit être moins décomplexée. Je voudrais dire aux jeunes Africains qui m'écoutez un peu partout, faisons en sorte de nous inspirer sans nous enfermer. Ne choisissons pas l'international libéral ou l'international socialiste en commençant déjà par nous diviser nous-mêmes. Cherchons les meilleures sources d'inspiration où qu'elles soient. Peut-être que je serai très proche du président Gbagbo par son panafricanisme. Peut-être que je serai proche du président Ouattara par son libéralisme. Peut-être que je serai proche d'un autre par son patriotisme, qui sait. Mais au final, l'important c'est que ça puisse servir. Et il y a un mot que j'ai entendu ici, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, toutes ces choses-là nous ont enfermés. Toute l'Afrique, bientôt une personne sur 4 à travers le monde sera un Africain. Mais si vous regardez l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, tous réunis, l'Afrique ne représente que 2% du commerce et de l'économie mondiale. Est-ce que le problème c'est la langue? Est-ce que le problème c'est la monnaie? Je crois que le problème c'est un manque de leadership serviteur. Donc l'Afrique du XXIe siècle a besoin de leaders serviteurs. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons donc pas de combat. Donc je suis venu ici apprendre à vos côtés. Et j'apprendrai aux côtés de tous ceux que je peux, auprès desquels je peux apprendre. Président Gbagbo, et je prendrai la parole de la grande Aïcha Koné qui a chanté tout à l'heure. Pour dire, je n'ai pas connu Sankara, je n'ai pas connu Mandela de son vivant. Mais bon, il y a Gbagbo qui est là.
Et il y a les autres Africains qui veulent s'inspirer d'un certain nombre de choses que vous avez faites de bien. Mais parce que je sais que vous avez la foi, vous avez aussi l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément réussi. C'est dans cette alchimie. Alors, on y va. Voilà le discours de monsieur Succès Masra. Et je veux analyser ce discours avec vous parce que j'ai pris quelques notes et j'ai trouvé dans ce discours des choses très intéressantes. Monsieur Succès Masra invité au congrès, on dit congrès PPA ou PAPA, PEPA, organisé par PEPA. Donc, Monsieur Succès Masra a été invité par Monsieur Laurent Gbagbo, son équipe. En tout cas, je ne sais pas, PAPA ou PEPA ont invité. Monsieur Succès Masra dit: il est agréablement surpris. Il est agréablement surpris de trouver dans la salle le représentant du président Alassane Ouattara. J'avais dit, Monsieur Succès Masra félicite l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, pour son action de paix, pour sa démarche, pour cette réforme de paix, cohésion sociale. Il dit il est agréablement surpris. Donc il remercie par avance le président Alassane Ouattara d'avoir permis, d'avoir rendu possible ce que certains pensaient impossible. C'est ce que dit M. Succès Masra. Je suis en train d'interpréter. Hein. Il dit agréablement surpris. Donc il est heureux. C'est ce que ça veut dire. Il dit, M. Laurent Gbagbo, un nouveau départ pour l'Afrique. Nous devons laisser les barrières de l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique ceci, et penser ensemble une Afrique unie, donc une seule Afrique. Ça, c'est le monsieur Succès Masra qui s'adresse à monsieur Laurent Gbagbo. Et dans le message de monsieur Succès Masra, il dit et il précise: l'âge moyen de la jeunesse africaine est de 25 ans. Et l'âge moyen des présidents africains est de 67 ans. Monsieur Succès Masra dit à monsieur Laurent Gbagbo qui a 76 ans que l'âge moyen d'un dirigeant africain est de 67 ans. Or, monsieur Laurent Gbagbo lui-même, qui prend la parole pour dire il fera la politique jusqu'à sa mort, à lui-même 76 ans. Donc, dans cette salle, il y a des invités, mais ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a des invités, mais ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas le même message. Puisque M. Succès Masra, sa vision de cette Afrique qui rêve, cette Afrique unique, cette Afrique, il dit: nous souhaiterons, nous, jeunesse d'Afrique, nous souhaiterons que M. Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, président Laurent Gbagbo, président Alassane Ouattara, président Henri Konan Bédié, que vous nous transmettiez le meilleur de vous. C'est ce qu'il lance. Donc, il a quitté le Tchad pour venir dire à Laurent Gbagbo: prends ta retraite politique. Oui. Que l'aspiration de la jeunesse africaine, là, on ne peut plus avoir des politiciens qui ont plus de 67 ans. Je dis ça, il s'agit. Je ne sais pas si vous avez bien compris le message. C'est pour ça que je vous ai dit, mais est-ce que les partisans de M. Laurent Gbagbo dans la salle et M. Laurent Gbagbo même, ils ont compris la portée du message de Succès Masra? Je pense qu'ils n'ont pas compris. Bon, eux, ils se contentaient de crier Bissé, Bissé. Je ne sais pas si c'est une chanson à Bissé ou c'est quoi, je n'ai pas compris, mais ils criaient, et ils se contentaient de crier Bissé, Bissé, Bissé. Au lieu d'écouter le message, ils disaient Bissé, Bissé, Bissé. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit bisser
ou si le monsieur doit refaire son discours, je ne sais pas du tout. Si vous m'écoutez, expliquez-moi un peu, peut-être que j'ai loupé quelque chose hein, dans l'histoire, parce que j'entends dans la salle bisser. Mais c'est un discours, c'est un message qui a un sens, qui a une portée. Il y a un message qui est délivré. Eux, ils disent bisser. Donc, Succès Masra doit relire son message, il doit refaire son discours. Je ne sais pas ce qu'on va bisser, mais en tout cas, j'ai demandé qu'on bisse. Ok. Très bien. L'âge moyen de 25 ans. Gbagbo a 76 ans. Succès Masra est venu dire à Laurent Gbagbo, Enza Sissé, Georgette Lambert, merci. Je me pose la question, est-ce que Gbagbo a compris en ce moment-là le message? Ou bien c'est quand il allait dormir qu'il s'est réveillé qu'il a compris le message? Parce que je ne sais pas s'il a compris le message. Je n'ai pas compris. Parce qu'ils sont contents. Bissé, mais je n'ai pas compris. Il dit, on doit repenser l'Afrique. Et l'Afrique de demain, là, c'est une Afrique où la limite de l'âge, là, doit être respectée. Parce que l'âge moyen d'un président est de 67 ans. Gbagbo a 76 ans. Gbagbo, lui, prend la parole derrière, il dit, il va faire la politique jusqu'à sa mort. Quel est le rêve de cette Afrique? Ou bien, P-Pala, c'est parti des papis africains ou parti des pépés africains? Parce que Gbagbo a 76 ans. Succès Masra, qui est son invité du jour, dit, à 67 ans, là, ils doivent chercher à partir à la retraite. Gbagbo lui dit, il a créé ça pour réunir, parce qu'il a pensé le panafricanisme. C'est aujourd'hui, lui, il pense panafricanisme. On reviendra dessus. Donc, finalement, le nouveau parti de M. Laurent Gbagbo, qui est PEPA, c'est le parti des pépés africains. Puisque Gbagbo a 76 ans, il dit, lui, il doit faire la politique jusqu'à sa mort. La jeunesse d'Afrique dit, à partir de 67 ans, vous devez partir. Gbagbo lui, il dit, il veut sauver l'Afrique. Donc, partir des pépés africains. C'est la seule explication que je peux donner. Donc, je pense que le projet de loi, qui est la limitation de l'âge à 75 ans, il faut aller le présenter à Gbagbo, il va lire. Oui. Parce que lui-même, il a dit dans son discours, l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui et ne sera pas l'Afrique de demain. Donc lui, il pense que l'Afrique de demain, là, c'est les pépés de 76 ans qu'on va prendre comme leader politique. Il pense que l'avenir de l'Afrique, là, c'est nos arrière-grands-parents qu'on va prendre comme des leaders politiques. Il y a un problème. Je pense qu'il y a une ambiguïté. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans la tête de Laurent. Parce qu'il n'a pas compris le message de ce jeune intellectuel africain. Je ne le connaissais pas, j'ai découvert son message, je dis, mais tiens, il est intéressant ce monsieur. Il est très intéressant, je ne sais pas qui c'est, mais il est intéressant. Il est du Tchad. Donc j'ai voulu partager ce message de Succès Masra avec vous. Gbagbo dit, on va l'écouter et on va continuer. Je pense que c'est mieux d'écouter la réponse un peu, parce que Succès Masra a parlé avant Gbagbo. Et Gbagbo, et quand Succès Masra il parle, il explique, la Côte d'Ivoire est un modèle. Je suis agréablement surpris de voir dans la salle le représentant du président Alassane Ouattara. Oui, le président Alassane Ouattara. Son souci premier, c'est de rassembler tous les Ivoiriens. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
à tel point qu'il aide l'opposition à s'organiser. Parce qu'il a conscience et il a le souci qu'une opposition doit exister. Même si l'opposition est perdue, lui-même par moment, il a pitié de l'opposition. Il aide l'opposition à s'organiser. Parce qu'il sait qu'il faut une opposition dans une démocratie. Regardez Simone Gbagbo. Le président Alassane Ouattara lui donne les moyens de voyager. Parce qu'une opposition doit exister. Que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo lui-même. Parce que quand vous voyez la salle, de vous à moi, on peut se parler. Nous, on n'est pas des députés, donc on n'a pas de droit de réserve. Nous sommes libres, des femmes libres et engagées, et des hommes libres et engagés. Quand vous regardez dans la salle, à l'hôtel Ivoire, le palais des congrès de l'hôtel Ivoire, là, la signature de l'organisation, c'est Adama Bitogo. C'est moi qui dis ça. Oh, ah. Oui. Il faut reconnaître, quand c'est bon, c'est bon. Adama Bitogo, il est très fort en événementiel. Organisation événementielle. Il faut lui donner 1 million de personnes. Il va t'organiser ça proprement et de façon propre, nette et claire. Avec tout le protocole qui va avec, il va t'organiser ça. Il est très fort dans l'organisation. Et moi, quand j'ai vu pour le palais des congrès, là, je dis oui, Bitogo a travaillé. Ah ben oui, c'est lui. Ça ressemble à sa signature. Gbagbo est juste de la décoration de la salle. Oui, c'est la vérité. C'était comme persil sur riz. C'était de la déco. Comme guirlande. Ça, ce n'est pas l'ordre de mon direct. On va continuer. Et on va écouter le message de M. Laurent Gbagbo face à ce message de Succès Masra. Gbagbo répond pour dire, il ne veut plus entendre qu'on lui dit qu'il est vieux. Laurent répond. Laurent dit il ne veut plus entendre qu'on lui dise qu'il est vieux. Il ne veut plus entendre ça parce que lui il dit qu'il a 18 ans. Il a 25 ans. Comme Succès Massa a dit, l'âge de la jeunesse africaine elle est de 25 ans. Que les vieux c'est 67 ans. Gbagbo dit il ne veut plus entendre qu'on dise qu'il est vieux. Parce qu'il est plus vieux que lui qui fait encore de la politique, qui sont encore président. Mais oui, il est plus vieux que Laurent qui sont président. Mais être chef de parti politique, quand même. Soyons quand même sérieux. Donc, la réponse de Laurent, suite au message de Succès Masra. On va l'écouter. C'est en 2 parties. Voilà. On écoute Laurent Gbagbo. Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais, et je le dirai à la fin de ce discours, c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je fais la politique. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Ce n'est pas le problème des autres. Ce n'est pas leur problème. Il y a des gens plus vieux que moi qui font la politique. Donc, ce débat-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et surtout, je ne veux plus qu'il arrive à mes oreilles. Depuis que je suis venu, comme je suis maintenant au chômage, je regarde souvent la télévision. Et depuis d'ailleurs Bruxelles, j'ai regardé souvent la télévision. C'est là que j'ai connu tous les jeunes chanteurs là. Mais il y en a un qui est parti et ça m'a fait
Mal Askeli. 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 Il m'a beaucoup aidé à Korogo. Quand j'étais à Korogo. Un jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite à ce congrès pour chanter un peu comme les autres. On va continuer. On va partir sur la deuxième vidéo. J'ai dit, c'est qui ça? Ah, on m'a dit, vraiment, c'est un chanteur déjanté ivoirien. Et bon, je l'ai adopté, je le regarde. Souvent, je le regardais. Et puis, là, j'avais souhaité qu'on l'invite à ce congrès pour chanter un peu comme les autres. Et puis, quelque temps avant le congrès, on me dit qu'il est décédé. Quelqu'un me dit, mais Gbagbo, il amène toujours des nouveaux trucs. Il était venu au temps du fou avec la démocratie. Maintenant, il vient avec panafricanisme, d'où ça sort? Mais je vais vous dire d'où ça sort. Regardez un peu le monde et voyez quels sont les puissants. Les puissants sont les grands de taille. Mais nous, chacun peut être président dans son village. On a un petit tronçon de pays et on est président là et on est content. Mais ça ne nous donne pas l'indépendance. Ça ne nous donne pas la puissance. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Voilà, mes amis, on va analyser ces deux vidéos de M. Laurent Gbagbo. Ces deux petites vidéos de l'intervention de M. Laurent Gbagbo. D'abord, à la réponse de la jeunesse africaine qui rêve, enfin de ces intellectuels africains qui rêvent d'une Afrique où on puisse limiter l'âge et que les aînés puissent aller à la retraite et transmettre ce qu'ils ont de meilleur avant de partir. Gbagbo apporte une réponse claire où il dit il ne veut plus que ça arrive à ses oreilles. C'est-à-dire dans la même salle où tu invites des invités qui viennent d'autres pays, où tu dis tu as une vision du panafricanisme qui vient de se révéler à toi comme une prophétie. Tu viens de découvrir le panafricanisme, parce qu'il vient de découvrir le panafricanisme, il dit, et que c'est son nouveau concept, d'après les dires, M. Laurent Gbagbo vient de découvrir le panafricanisme, c'est son nouveau concept. Alors, à ce nouveau concept, il invite des intellectuels, une jeunesse africaine à prendre la parole et à donner son avis, à penser, à réfléchir ensemble, parce qu'on a dit congrès constructif. C'est ça, consultatif ou constructif. Je ne sais pas si c'est consultatif ou constructif. De toute façon, il faut construire un projet africain ensemble. Et dans son projet africain, voilà l'expression de cette jeunesse à travers un jeune intellectuel politicien tchadien
qui remercie le président Alassane Ouattara, qui remercie tous les ex-présidents et qui leur lance un message et qui dit « Nous souhaiterons qu'on puisse tenir compte de l'âge de la jeunesse, l'âge moyen de la jeunesse et l'âge de la vieillesse en Afrique et qu'on puisse penser une Afrique un peu libre, indépendante, où la jeunesse aussi a de la place. » Laurent Gbagbo apporte directement une réponse dans cette même salle, en présence de ces mêmes invités qu'il a invités. Il dit, il ne veut plus que ça arrive dans ses oreilles qu'on dise qu'il est vieux. Lui, il ne veut plus que ça arrive à ses oreilles. C'est-à-dire qu'il est dans la salle avec les invités qui lui dit. Et lui, il dit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de consultatif, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien. Puisque lui, déjà, il dit, il ne veut pas entendre qu'ils ont dit qu'il est vieux. Et que lui va faire la politique sur sa mort, c'est pas à quelqu'un de lui dire ce qu'il a à faire. Donc, pourquoi faire un congrès consultatif ou constructif? Comment faire un congrès consultatif, constructif? Si tu penses que tu as 25 ans comme les jeunes de 25 ans. Bref. Je laisse ce côté-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Tout le monde a écouté, tout le monde a entendu le message, la réponse de Laurent Gbagbo à M. Succès Masra et aux autres invités à ce congrès. Laurent Gbagbo dit que quand il était à Korogo, qu'il a découvert, paix à son âme, l'artiste Eskeli. Bon, il joue beaucoup aux cartes en ce moment, donc il dit Askeli. Je pense que bon, il a confondu le As dans les cartes à S, c'est pas grave. Il est très jeune, c'est pas grave. C'est Eskeli. Donc Laurent Gbagbo dit, étant à Korogo, qu'il a découvert Askeli, comme il le nomme, Askeli. Mais c'est Eskeli, je tiens à vous préciser que c'est Eskeli. Et quand il était à Korogo, qu'il a vu dans une télévision togolaise. J'ai envie de poser une question. Pour vous qui m'écoutez, je dis que moi, je veux qu'on rentre dans un débat. Un débat où on construit ensemble. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, vous exprimez. Ce n'est pas un débat de bavardage. Vous faites, parce que quand je prends 1h30 pour m'asseoir, pour vous parler, je ne bavarde pas. J'apporte mon analyse avec des arguments soutenus. J'essaie de soutenir mon argumentation. Donc, vous, à votre tour, si vous voulez participer, c'est de vous exprimer et non de bavarder. Ne bavardez pas, mais exprimez-vous. Donc, apportez aussi vos arguments pour exprimer hein, votre contradiction. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo dit, c'est quand il était à Korogo qu'il a découvert Eskeli à la télévision sur une chaîne togolaise. J'ai envie de poser une question à M. Laurent. Laurent, cher Laurent, quand tu es arrivé à la CPI, tu as dit devant les juges de la CPI, devant le monde entier, que tu étais enfermé dans une chambre ou dans un sous-sol où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait que la lumière du jour. Laurent, je suis là où nous vous je te regarde dans les yeux, je te demande et je te pose la question. Quand tu es arrivé à la CPI là, devant les juges de la CPI, tu as dit devant les caméras du monde entier, ta première prise de parole, où tu as donné ton nom et le nom de ton village, Mama, tu as dit, et tout le monde a entendu, que à Korogo, on t'a enfermé, tu n'avais pas de lumière du jour, tu ne voyais pas, tu n'avais pas de lumière, c'est juste la lumière du jour. Que toi, il n'y avait pas d'électricité. Tu étais dans une prison où tout était noir. Donc on voulait te rendre fou, on t'a enfermé dans le noir. La question que je vais poser là, toi tu as eu télévision à Korogo. Donc il y avait une télévision à Korogo où tu as vu Eskeli. Vous qui m'écoutez là, c'est une question. Pardonnez-vous les pro-Gbagbo ou les pro-Laurent. Les pro-papa là. Pépa. Venez me répondre. Je n'invente pas.
Laurent a dit, Laurent, tu as dit qu'il n'y avait pas de lumière où tu étais. Que c'est quand il pleut que tu sais qu'il pleut. Sinon, tu ne sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. La question là, il y avait télévision à Korogo où toi tu regardais une chaîne togolaise où tu as vu Askeli danser. Ma copine est pata, 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 pata. Laurent, c'est avec quelle télévision toi tu as vu ma copine est pata, 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 pata que ça te plaisait? Vous là, vous riez, c'est vrai. Hein? Mais je pense que Simone Gbagbo a raison. Il faut envoyer Laurent chez un médecin pour voir un peu au niveau de son... Il a des troubles du comportement. C'est bizarre. Si, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que nous tous, on a entendu ça. Jusqu'à même ceux qui ne t'aimaient pas, mais ils avaient pitié de toi. Quand tu as dit qu'il n'y a pas la lumière du tout. Tu ne sais pas s'il fait jour, s'il fait noir. Toi, tu ne sais pas. C'est quand il pleut, tu entends clin, clin, clin de pluie sur tôle. Maintenant, tu nous dis que toi, tu dansais ta copine pata, 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 de Askeli sur une chaîne togolaise. Toi, tu as vu télévision. Pourquoi tu as menti à la CPI devant le monde entier? C'est comme... Laurent. Ah, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Laurent, il faut arrêter ça. Arrête ça là. C'est ridicule, arrête ça. À 76 ans, il faut arrêter. Je mets ça de côté. Voyez, vous riez, c'est vrai. C'est marrant, c'est vrai. Mais je vais vous dire le sous-entendu de ce message de Laurent Gbagbo. La chanson de Askeli, comme il dit Askeli qu'il a choisi là. C'est un message, il s'adresse au président Alassane Ouattara, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. C'est un sous-entendu. Gbagbo là, je connais son devant, je connais son derrière, je connais son en bas, son en haut, son au milieu, son complet, son moitié, son handicapé, je connais. S'il dit quelque chose, moi il peut m'asseoir et puis il vous décrire ce qu'il pense. Vous allez être surpris. Laurent Gbagbo là, il a choisi ma copine pata pata parce qu'il a un message. C'est-à-dire il veut s'adresser au président indirectement. Mais comme il sait, lui-même il sait, que nous tous on sait, en tout cas les sachants savent, que il attend que le président lui donne l'argent. Donc il ne peut pas aller trop direct. Il passe par des on dit les métaphores. Donc la chanson qu'il a choisie de Askeli, son Askeli là, où il est devenu DJ Pata Pata là, c'est un message qu'il adresse indirectement au président Alassane Ouattara. Et je vais vous expliquer la partie. C'est-à-dire que Gbagbo, il pense qu'il est trop yéré. Que le président est gaou. C'est ça. En fait, c'est ce message-là qu'il est en train de lancer. Gbagbo pense que lui, il est yéré. Il pense qu'il est plus yéré que Alassane Ouattara. Alors que ce qu'il ne sait pas là. Lui-même, il est brezo dans l'affaire où il est dedans. Il pense qu'il est yéré là. Il est brezo jusqu'à demain matin. Il est grillé comme Nyomi sur les deux côtés. Oui. Gbagbo pense qu'il est yéré. Donc il dit dans la chanson, c'est métaphore. Hein? Ma copine est pata, 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 son mari est gaou. Lui il pense qu'il est yéré. Gbagbo. Wallah, et puis là, tu n'es pas yéré. Parce que si tu étais yéré là, la salle où tu vois tout ça là, toi-même tu sais que, nous tous on sait que c'est le président Alassane Ouattara. Toi, tu sais. Quand tu es parti au palais, là, tu sais. Nous tous, on sait. Les sachants savent. On est assis et puis on regarde. Il faut tabac en silence. Pas un bédier aussi à tabac. Donc, toi, à ton tour, là, tu veux tabac. Et toi, tu veux jouer un rôle. Mais toujours, c'est normal. Et moi, franchement, Laurent, ça ne me gêne pas que tu joues ton rôle.
faut jouer ton rôle. Mais la seule chose que je dis, dans votre jouer rôle là, il ne faut plus les enfants déjà vont mourir. Sinon, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais il ne faut plus que les enfants, n'incitent plus les enfants à mourir pour des histoires de cagnottes politiques. N'incitez plus les enfants à la mort pour des histoires de cagnottes politiques. Parce que désormais, on va s'attaquer à vos propres enfants. Parce que c'est eux qui sont heureux, nous les malheureux. Donc il n'y a pas de raison que nous les malheureux on puisse s'entretuer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ma copine est pata là. C'est le message que Gbagbo adresse au président de la Alassane Ouattara. C'est pas à quelqu'un. Il adresse ça au pouvoir. Il n'a pas adressé ni même à Simon, ni à Nadi Bamba. Il n'a rien de tout ça. C'est bon, il vous dit ça. Gbagbo pense qu'il est yéré. Là où il est assis, là. Il pense qu'il est trop yéré, que le pouvoir est gaou. Que lui, il est en train de marmailler le pouvoir, que le pouvoir n'a rien compris. Donc, la chanson, là, c'est un code. C'est le code que Gbagbo a lancé comme ça. Pour dire, hey, ils sont des gaou. Moi, ici, yéré. Ils n'ont qu'à faire, ils sont jolis, mais nous, on s'en fout. Ils sont gaou, nous, on est yéré. C'est dans ce message que Gbagbo est assis, là. Mais ce n'est pas l'ordre de mon direct, Laurent. C'est pour juste te dire que moi, Gouzana Oumoula, on te regarde, mais ton tout, on connaît. C'est toi qui dis que quand tu regardes, quand le nageur nage, tu vois dans le dos du nageur. Mais nous, là, toi, tu nages sur le ventre, on voit dans ton ventre. Ce que Gbagbo ne sait pas, là, il pense qu'il est plus hier que Alassane Ouattara. Mais dans le film où il est rentré, là, Laurent, tu n'es pas hier, hein, tu es Brezo même dans le film. Parce que les 4 milliards ou 5 milliards que le président a accepté de te donner là. Est-ce que tu connais le président Alassane Ouattara même? Tu n'as pas peur de lui. Attendez, il y a bois où? Mon mata. Laurent, toi tu ne connais pas le président Alassane Ouattara. Tu n'as pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui. Quelqu'un, toi, tu es au palais. Il est dans la chambre d'hôtel. On t'a attrapé, on dirait un rat. Tu n'as pas peur de monsieur. C'est lui qui est au pouvoir. Toi, tu as pensé que toi, tu es hier et puis lui, les gars où? Laurent. Il n'y a pas quelqu'un qui va... C'est que ta base militaire me met dessus de toi. Ceux qui ont manifesté juste à ce que pour faire une forme de pression diplomatique, là, qu'aujourd'hui, que toi, tu ne peux pas remercier, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas remercier, là. Ceux-là, ils ne marcheront plus pour toi. Donc, actuellement, là, c'est toi-même qui es Brezo. Ouattara n'est pas Gaou. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu es dans un gros sac de piment. Tu ne sais même pas. C'est un piment qui ne pique pas, mais qui brûle très mal. Tu es en train d'émailler le piment, il ne pique pas. Mais il te brûle tout le corps. Laurent, Alassane Ouattara n'est pas Gaou. C'est toi qui es Gaou dans l'histoire. Pas l'argent que tu as te donné là. Est-ce que toi tu connais là? Un économiste, il ne va pas te donner ça un coup. Il va te donner ça en fonction de ton engagement que tu as pris quand tu es parti au palais. On te regarde. Si tu as respecté, c'est par échelle. Moi, il dit ça au A. Eh, ne mourrez plus pour Gbagbo. Parce que vous ne savez pas dans quoi il est. Ne mourrez même plus pour Bédié. Vous ne savez pas dans quoi ils sont. Même Soro, eux tous, ils sont dans leur marmaillerie politique. Donc, c'est le pauvre peuple qui ne comprend pas là. Qui vont utiliser comme instrument pour faire pression sur le pouvoir. Sinon, eux là, ils sont tous dans le deal. Laurent, c'est en fonction de l'échelle. C'est graduation. En fonction de... On va te noter. C'est en fonction de ça, on te donne un peu. Si tu as respecté deuxième, là, on te dit, ok, tu as respecté, on te donne un peu. C'est moi qui est passé. Donc, il ne faut pas croire que tu es hier. Tu n'es pas hier. D'accord. Il y a quelqu'un qui me dit... Gbagbo a été président, donc il a droit à ça. Mais tu sais qu'il y a des milliers d'enfants qui sont morts.
Leurs parents n'ont pas eu droit à ça. Il y a des femmes qui sont handicapées. Elles n'ont droit à rien. Voilà. Donc, Babo même là, on peut ne rien lui donner. Et puis, on prend cet argent, on distribue ça aux pauvres. Ça serait une très bonne action de grâce. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Il met ça de côté. Je veux terminer sur son affaire de panafricanisme. Et ça m'a beaucoup interpellé aussi. Gbagbo dit, et je trouve ça drôle, Gbagbo ment à ciel ouvert. Gbagbo dit que l'idée du panafricanisme, parce qu'il dit que c'est lui qui a créé, parce que lui, on dit, ah, Laurent, quand toi tu viens avec quelque chose. Que lui, quand il vient avec quelque chose, et que lui, il serait venu avec la démocratie. Je veux dire à Laurent que il n'est pas le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est faux. Parce que nous, là, c'est vrai, nous sommes encore jeunes. Mais nous avons vu, nous avons suivi. Les années 90, ça n'était pas aussi bébé que ça. Donc on a vu. Tu n'es pas le père de la démocratie. Non. Félix Houphouët-Boigny est un grand démocrate. C'est parce que Félix Houphouët-Boigny, là, toi, Laurent Gbagbo, tu sais, ou vote là, si tu le déranges vraiment, tu disparais de ta famille, point barre, sans bruit. T'as compris? Et prends le cas de Podé à Diokoui. C'était votre époque. Je mets de côté. Mais Houphouët était tellement démocrate que toi, Laurent Gbagbo, tu t'exprimais en Côte d'Ivoire, tu organisais les manifestations, tu demandais aux étudiants, tu les prenais en otage et vous bloquez les universités. Ça s'appelle la démocratie aussi. Hein. Donc, tu n'es pas le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny était un vrai démocrate. Oui. Parce que la liberté d'expression existait. Puisque toi, tu t'exprimais en Côte d'Ivoire. Si la liberté d'expression n'existait pas, tu ne peux pas faire des manifestations. Le FPI n'allait pas faire des manifestations. Le FPI n'allait pas instrumentaliser les étudiants. La FENSI n'allait pas s'exprimer. Donc, la démocratie, je pense que Laurent même n'a pas compris la notion même de la démocratie, au fait. C'est pour ça, sur la chaîne de France 24, je n'ai pas voulu faire passer... c'est trop long parce que j'ai deux vidéos du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, fait passer. Je n'ai pas voulu faire passer la vidéo de France 24. Quand Laurent a dit, tu crées un parti, que tu dis le parti, pas africain, parti quoi, politique africain, je ne sais plus comment il appelle ça. Mais en même temps, le journaliste de France 24 pose la question à Laurent Gbagbo pour dire, sur le problème, le coup d'État au Tchad, Gbagbo dit que ça ne l'intéresse pas. Le coup d'État au Tchad ne l'intéresse pas. Que lui, ce n'est pas son problème. Mais cher Laurent, tu es panafricain ou tu n'es pas panafricain? Tu n'es pas que tu as créé le concept de panafricanisme. Laurent, tu dis que tu as créé le concept du panafricanisme. On te pose la question, toi tu es un panafricain, alors que en fait, tu te dédies. Tu dis une chose et le contraire à la fois. Tu es ambigu. Tu dis que tu as des troubles du comportement. C'est quand même terrible. Parce que tu dis, on ne peut pas créer des micro-états où chacun veut être président de son village. Mais quand on veut avoir une grande vision au-delà de son pays, on doit s'intéresser quand même à la politique extérieure, à la politique étrangère, à l'extérieur de son pays. C'est que ce que tu dis là, c'est pas ce que tu es. Donc, tu n'es pas sain, au fait. Parce que être sain là, ce que je dis, ce que je fais, doit être en harmonie avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Ça doit former un seul corps. Alors que toi, il y a 3 corps en toi. Donc, tu n'es pas uni toi-même. Donc, tu n'es pas sain. En fait, tu n'es pas sain, Laurent. Franchement, tu n'es pas sain. Il n'y a pas l'esprit de sainteté en toi. Parce que tu dis, tu veux être panafricain. On ne peut pas être des micro-états. On ne peut pas être président des villages. Et en même temps, on te pose la question sur une chaîne étrangère. On te pose la question sur le cadre du Tchad. Pourtant, dans ton congrès, tu as invité un intellectuel, un homme politique tchadien que tu as invité à prendre la parole à un congrès.
la veille. Le lendemain, tu dis, toi, tu t'en fous du Tchad. Mais tu es ambigu, Laurent. Laurent, tu es ambigu. C'est quelle ambiguïté, ça? Mais je l'arrive, en fait, plus on prend du recul, on se dit, mais attends, merde, quoi, en fait. C'est à ce gars-là qu'on a confié le pays pendant 10 ans. Non, mais on a été fous. On était fous. À tel point qu'on a perdu même, comme toi-même tu as dit là, que tu aimes les gens qui sont déjantés. Donc tu vois les gens, c'est que tu préfères les gens qui sont des... Ceux dont le courant est coupé de la tête là. C'est ceux-là que toi tu préfères. Parce qu'au moins tu es sûr que tu peux les prendre pour tes couillons. C'est terrible. Il y a une personne qui me dit, Kadi, elle me dit, Aïdé, je sais pas quoi, tu crois, bon, je sais pas bien, je vais essayer de formuler ta phrase que tu as mal écrite, c'est pas grave. Tu crois quoi, je sais pas quoi, tu veux dire, tu crois que tu es plus intelligente que Laurent Gbagbo. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que Laurent Gbagbo, mais j'ai plus de culture générale que Laurent Gbagbo. Ça, c'est une certitude. Je ne me laisse pas les fleurs, mais j'aime apprendre. Et je vous invite là, vous les gens, que Laurent pense que le courant est coupé dans votre crâne, que vous êtes disjoncté, votre compteur a sauté là. Ce sont les gens que Laurent aime là. Je vous invite à faire marcher votre compteur pour que les neurones fonctionnent, afin de réfléchir, de raisonner, de comprendre. On vous explique. Même le plus bête peut comprendre ça. En fait. L'imbécile du village peut comprendre ce que je dis. C'est tellement simple. L'imbécile du village peut comprendre ça. À plus forte raison, vous qui écrivez. Il invite un homme politique tchadien à un congrès. La veille, le lendemain, il dit le contraire. Mais il faut être disjoncté pour suivre ce monsieur. Et quand on prend du recul, on est en colère, quoi. On se dit, c'est pas possible. Comment on a confié un État comme la Côte d'Ivoire à un personnage aussi ambigu? Mais c'est pour ça que les gens l'appellent boulanger. C'est incroyable. Il dit le problème du Tchad n'est pas son problème, ça ne l'intéresse pas. Ah bon? Mais ton panafricanisme, c'est quoi? C'est pour rester à Mama? Je comprends pas. Franchement, il faut aider la jeunesse à s'éloigner de ce genre de personnages politiques. Parce qu'ils sont un réel danger. Je continue à revenir parce que Laurent dit, comme il dit que lui, il parle du panafricanisme. Que lui, il est venu. La démocratie, c'est pas lui qui l'a instauré en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny était un grand démocrate. Parce que Gbagbo parle pour parler. Le problème, c'est qu'il est, peut-être il est orateur. Peut-être qu'il parle. Mais il manque de culture générale. Parce que vous savez, raconter les histoires drôles du village, ma copine est kata, ça c'est pas... Je vois les gens dire, Gbagbo, parle au peuple, parle au peuple. Mais le peuple n'est pas con pour traîner que dans les maquis. Le peuple n'est pas imbécile pour passer son temps à parler des problèmes de cul. Mais c'est une insulte à la jeunesse. Croire que le message de la jeunesse d'aujourd'hui, là, nous les femmes que nous sommes là, c'est de venir parler des copines et de cul. Non, mais attendez. Les femmes libres que nous sommes, on discute avec les hommes. Comme ça, égal à égal. Donc les hommes qui veulent rabaisser la femme au cul, à pata là, non. On te dit niet. Et on te le dit en face. Oui. Sur ce plan, oui. J'ai de la culture que Laurent Gbagbo, je le dis. Oh, parce que Gbagbo là, s'il dit les candidats en 2025, il va trouver des femmes sur son chemin. Oui, ce n'est pas les hommes, mais des femmes comme moi là, sur son chemin. Pour lui dire qui il est. Et pour le stopper. Parce qu'il y en a marre. Fitz. Michel Koulibaly dit en tant qu'Africain, nous sommes restés à notre fin. Mais voilà. Mélanie Koulibaly, merci. Je t'embrasse. Oui. Ma grande soeur chérie, je t'embrasse très fort. Mais c'est quand même dommage. Il nous dit qu'il est panafricain. Que lui, il est venu. On l'a dit, ah, Gbagbo est venu avec un nouveau concept
Il est venu avec le panafricanisme. Mais Laurent, tu n'es pas un panafricain. Et tu es déjà même ton interview à France 24 a déjà démontré que tout ce que en fait, tu racontes une chose le matin, à midi, tu dis une autre chose, le soir, tu dis une chose, le lendemain, tu changes de version. Franchement, je ne dirais pas boulanger. Je pense que tu as un problème, tu as des troubles de personnalité. Parce que toi-même, vous êtes beaucoup. Ça, je mets ça de côté. J'ai beaucoup de respect pour ton ancien, pour que tu sois ancien président. J'ai beaucoup de respect pour ta personne. Mais ce que je dis, ce n'est pas une offense, ce n'est pas des insultes, mais je te parle en tant qu'une femme libre, en tant qu'une femme citoyenne, en tant qu'une responsable associative, en tant qu'une influenceuse. Parce que moi, aujourd'hui, je suis assise, moi, Gouzane Naounou, je ne suis plus en 90. Je ne suis plus en 2000. Nous sommes en 2021. Tu vois, on a grandi, hein? On a mûri, on a appris et on apprend. On a des enfants. Ce n'est plus ces gens qui passent leur temps à applaudir, à crier, bisser. On ne fait pas partie de ces gens-là, de ceux qui bavardent. On fait partie des femmes qui s'expriment. On réfléchit. Quand on nous parle, on analyse. On raisonne. On a l'esprit de discernement. Donc vraiment, je t'avais dit quand tu es arrivé, il faut créer ta page Facebook et puis il faut te connecter. Bah, tu es déphasé. Je mets ça de côté. Dire que tu es panafricain, c'est pas vrai, Laurent. Tu n'es pas un panafricain. Que oui, les gens disent, ah, Gbagbo est venu, il est venu à un nouveau style, il est venu avec le panafricanisme. Mais c'est pas toi qui es venu avec le panafricanisme en Côte d'Ivoire, ni même en Afrique. Le premier panafricain, on va l'écouter. Il faut rafraîchir la mémoire parce qu'il est devenu amnésique. Bon, c'est vrai que les 10 années de prison quand même, je pense que c'est pas facile. Le temps de se réadapter. Mais on va écouter le vrai panafricain. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, le vrai panafricain, le premier panafricain en Côte d'Ivoire, là, on va l'écouter. On part. Et moi, j'écoute ça religieusement. Manœuvre dans les champs, ils travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un seul Ghanéen manœuvre. Tagué Gbagbo là. Alors, les journaux, tout de suite, avec les racontars, les ragots de Treichville. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez venus. Mais là où il n'y avait pas d'incident, rien. Voilà la situation. Oui. De l'OUA avait adopté en 1963 à Addis Abeba, lancé un appel pour l'établissement d'une agence panafricaine d'information. Cette agence, la PANA, est créée depuis 1979 et est opérationnelle depuis mai 83. Son siège est à Dakar. Une quarantaine d'États membres de l'OUA ont jusqu'ici ratifié la convention d'établissement de l'agence. Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'y figure pas et ne participe pas encore à la PANA. Pourtant, Monsieur le Président, c'est bien un Ivoirien, en l'occurrence le directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui, en sa qualité de président de l'Union des agences africaines de presse, a dirigé de 1974 à 1978 tous les travaux de faisabilité de cette agence continentale. Aussi, Monsieur le Président, l'absence de votre pays de cette institution spécialisée de l'OUA prive la PANA du bénéfice de l'immense prestige politique et économique de la Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs un des plus grands carrefours d'échanges et de la communication. Alors, Monsieur le Président, à quand peut-on espérer la participation de la Côte d'Ivoire à l'Agence panafricaine d'information? Je vous remercie. Merci. Je vous ai dit que nous avons toujours été au rendez-vous de toutes les coopérations. Certains d'entre vous, dans certains pays, je ne parle pas du Sénégal, s'ils figurent dans une association ou dans une organisation de coopération, on ne les trouve pas dans d'autres. Mais nous sommes dans toutes les organisations de coopération interafricaine. J'avoue que je ne suis pas au courant de l'affaire que vous m'exposez aujourd'hui. Nous avons notre ministre de l'Information
qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Je lui demanderai d'étudier cette question et de nous répondre le plus tôt possible. On vous transmettra notre réponse. Monsieur le Président, je demande la parole pour élucider une question de politique étrangère. C'est Al-Ahram, Égypte. Au moment où le Conseil de sécurité condamne le raid israélien sanglant en Tunisie à unanimité, croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice? Et serait-il éventuellement un moyen pour amener en tant que médiateur et sage de l'Afrique Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation? Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation du noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et découragent? Madame, il faut rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème posé? Vous parlez de l'Égypte. L'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution du problème. Libre que d'être à la remorque pour voter sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie soutenue, la majorité soutenue par des Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'est un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens arabes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruit par la Turquie. Pendant des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas, alors que vous avez une ligue, vous imposer le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens? Vous voyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'odyssée d'Arafat, non pas chassé par les Israéliens, mais par leurs propres frères. Hein?
je peux continuer avec vous cette vidéo, mais je pense que le reste de la vidéo fera partie d'un autre live pour parler de cette crise que traverse le Sahel, qui est l'Afrique noire, donc qui est au Sahel. Donc je reviendrai sur cette vidéo-là. Mais je veux dire à Laurent Gbagbo, Laurent, tu n'as pas inventé le panafricanisme. Tu n'es pas le père fondateur du panafricanisme. Le premier panafricanisme en Côte d'Ivoire, le premier panafricain en Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Donc, il était important pour moi de montrer cette vidéo. Parce qu'il faut rafraîchir les mémoires. Il faut expliquer. Je dis tout à l'heure, nous ne sommes pas en 1990. Nous avons grandi. Nous avons mûri. Nous avons appris. Nous continuons d'apprendre. Nous analysons. Nous avons l'esprit de discernement. On ne peut plus nous manipuler. Laurent, tu ne peux plus nous manipuler. Et c'est pour ça que je montrais cette vidéo. Pour que ces quelques énergumènes là, qui pensent que, donc, ceux qui viennent écrire ici, que de m'apporter de la contradiction, puisque ils n'ont pas d'arguments, on manque d'arguments, ils écrivent des insanités, des insultes. Ça ne me dit absolument rien. L'essentiel, c'est que vous écoutez le reste du message parce que vous êtes là. Quand j'écoute Félix Houphouët-Boigny, je pleure souvent. Mais je suis très vite mes larmes et je me mets à prier pour le président Alassane Ouattara. Laurent, vous qui m'écoutez là, quand j'écoute le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, je pleure, je vous ai déjà dit. Quand j'arrive pas à dormir, moi j'ai des amis, j'ai un cercle d'amis avec lesquels je discute sur les questions où on n'est pas d'accord, mais on parle de l'Afrique. Ce dont on parle là, je ne parle pas même pas de ça sur les réseaux sociaux. On peut parler des nuits comme ça, en train de penser à l'Afrique. On fait le tour du monde. Chacun apporte son argument, ses explications, sa pensée. Je vais me plonger dans les discours de Félix Houphouët-Boigny. Je pleure. Mais je me ressaisis très vite et je dis, je me mets à prier. Je prends mon chapelet, je me mets à prier. Et je prie pour le président Alassane Ouattara. Parce que le vrai héritier de Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Le vrai fils de Félix Houphouët-Boigny, l'héritier du panafricanisme, de la démocratie, de la paix, de la cohésion sociale, c'est Alassane Ouattara. Parce que Laurent, tu as vu ce grand homme? Nous, on était petits. On était des enfants. Au lieu d'apprendre auprès de ton père, quand Alassane Ouattara apprenait, tu as passé ton temps à l'insulter, à le traiter de voleur. Tu n'as pas appris. Donc, tu ne sais rien de ce pays-là. Tu penses que c'est en faisant des slogans, avec autant de légèreté, des messages terre à terre, que tu vas plaire. Mais ce populisme ne construit pas un État. Quand j'en parle, là, j'ai des larmes aux yeux. Ce grand homme-là, des enfants l'ont insulté vers la fin de sa vie. À cause de toi, Gbagbo. Et c'est la même chose. Tu as fait à Alassane Ouattara. Tu dis insultez-le. Monsieur le nouveau panafricain. Au lieu d'apporter de la contradiction, tu as passé ton temps à dire de l'insulter. C'est ce que tu as enseigné à tes militants, à tes sympathisants. D'insulter quand ils n'ont pas d'argument. De ne pas réfléchir, mais d'insulter seulement. Tu en as fait des robots idiots.
Et comme des robots, ils répétaient. Et on répétait comme des robots. Laurent, j'ai pris conscience très vite. Je me suis assis, je me suis plongé dans l'histoire. J'ai dit au fait, il faut se ressaisir très vite avant qu'il ne soit tard. Aujourd'hui, on écoute Houphouët-Boigny, on pleure. Du vivant dans la salle Ouattara. On veut lui dire merci. Parce qu'on ne veut pas avoir de regrets ni de remords. Alassane Ouattara est un grand homme. On peut ne pas l'apprécier. Mais il faut reconnaître que c'est un grand homme. Laurent, il faut nous enlever dans tes sujets de maquis, de filles gaillots là. Il faut nous enlever dedans. Les pata là. C'est bien, c'est rigolo. Ça amuse, comme tu l'as dit. Mais ce n'est pas avec de l'amusement qu'on construit l'avenir d'un pays. C'est avec du sérieux. Ce n'est pas avec de l'amusement qu'on construit l'avenir d'un État, l'avenir d'un pays, l'avenir d'un peuple. Ce n'est pas avec de l'amusement. C'est avec du sérieux. La classe politique, nous, cette génération, on ne veut plus être sacrifiés. Parce que nos frères ont été sacrifiés. Les Blé Goudé, les Soro Diom, là, ils s'appellent génération sacrifiée. Nous, on ne veut pas partir de cette génération-là. Parce que si nous sommes sacrifiés aussi, on est déjà sacrifié à moitié. Le reste là, on veut préserver pour préparer aussi l'avenir de nos enfants, des petits frères derrière. Pour ne pas saboter et sacrifier leur avenir. Donc, on veut participer à des débats de réflexion, de sens, des sujets, des arguments, mais pas de la légèreté de cul. On ne veut pas de ça. Épargnez-nous les problèmes de fesses. Des copines, des copains, d'amants, des maîtresses, de Kisa et j'en passe. On ne veut pas de ça dans le débat politique. On veut du sérieux. Félix Houphouët-Boigny, là, dans son gouvernement, son ministre de l'Information, Amadou Thiam, c'est un Sénégalais d'origine, mais ivoirien. Donc, de quel panafricanisme on parle? Qui est panafricain? Amadou Thiam est le père de Tidiane Thiam. Amadou Thiam est le père de Tidiane Thiam. Donc quand Gbagbo invente son concept à lui de panafricanisme, peut-être qu'il veut faire l'association, c'est-à-dire que le parti des pépés africains, c'est-à-dire que dans son parti des pépés papis africains, il y a Gbagbo, il y a Blaise Compaoré, il y a qui d'autre? Les anciens présidents déchus là, il va les rassembler, mais peut-être bientôt ils vont mettre Alpha Condé dedans, comme ça tous les pépés seront alignés. C'est ce parti-là, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça l'avenir. Les vieux ne sont pas l'avenir de l'Afrique. C'est ceux qui vont transmettre ce qu'ils ont de bon. Si tu n'as rien de bon à transmettre à la génération, mon frère, va t'asseoir à Mama, tu vas écouter ton DJ pata pata. Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Regardez le président Alassane Ouattara. Regardez le parcours. En Côte d'Ivoire, la Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. C'est les Africains de tous les pays qui venaient là. Félix Houphouët prend une semaine, les journalistes des pays africains, plus de 3000 journalistes des autres pays, ils remplissaient Abidjan. Ils étaient logés à l'hôtel Ivoire et Tiama. Houphouët-Boigny consacrait une semaine à discuter, à dialoguer. Donnez-moi le nom d'un président qui va être sur le continent. Quand je regarde ça, je regarde, Macron peut faire un peu à la Houphouët. Mais Macron est encore jeune. Mais Houphouët-Boigny, c'était ça. Il parlait à tous les Africains. C'était un vrai panafricaniste. Pendant que Houphouët appelait les intellectuels africains à apporter leur savoir, toi tu disais qu'ils étaient étrangers. C'est toi qui as inventé le panafricanisme aujourd'hui. Il faut respecter les gens. Hein. Il faut vraiment respecter les... On peut mener un vrai débat, mais il faut qu'on se respecte aussi dans le débat. Il ne faut pas avoir se foutre aussi de la jeunesse. Il ne faut pas avoir se foutre aussi des vivants. Parce qu'on est encore vivants, on sait ce qui s'est passé et on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Pendant que Houphouët-Boigny appelait les intellectuels africains, toi tu organisais des manifestations pour dire qu'ils sont étrangers. De quel panafricanisme tu parles? Je dis que ton parti là, c'est le parti des pépés africains. Les anciens présidents là. C'est ce que vous avez dit. Vous, tellement que vous êtes devenus haineux et aigris,
Vous faites votre parti là, des vieux africains là, pour pouvoir renverser les pouvoirs en place. C'est dans ça là que vous êtes assis. Puisque là, tu dis, toi, tu vas faire jusqu'à ta mort. Et que tu ne veux plus entendre qu'on dise que tu es vieux. Qu'on n'a pas à te dire de prendre ta retraite. Mais moi, Gouza Naounou, il dit, allez-y, dis à Laurent Gbagbo que Gouza Naounou dit, tu veux pas, ta retraite, tu vas la prendre, point barre. C'est moi, il dit. C'est là que tu vas voir que c'est toi qui nous as appris ça là, non? Parler en bris, non? On va te renvoyer le pendé de ça. Parler en bris, là. On va te renvoyer le pendé de ça même. Oui, pareil, tu nous as enseigné ça. Hein? On va te ramener ça. Chap. Tu veux pas. Laurent, tu vas prendre ta retraite. En bris, tu vas la prendre. C'est moi, Gouza Naounou, il dit. Allez-y, dis à Gbagbo que Gouza dit. Tu vas prendre ta retraite. Gouza dit, tu es vieux. Tu as 76 ans. Moi, il te dit ça tous les jours. Tu vas prendre ta retraite. C'est de ça, ça. Tu vas la prendre, la retraite, tu vas la prendre. Tu ne seras pas candidat en 2025, c'est moi qui dis. C'est là que tu vas voir qu'on est très bête dans le pays là. Et puis on est assis, on regarde aussi. Tu vas voir que les femmes sont zinzin même dans le pays là. Tu vas prendre ta retraite. En bris, tu vas la prendre. Moi, je te dis ça tous les jours. Laurent, tu vas prendre ta retraite. Tu as 76 ans, tu es vieux. Ta retraite, là, tu vas la prendre en bris. Tu veux pas, tu vas prendre ta retraite. C'est de ça il s'agit. Tu vas voir. Qu'il ne faut pas, on va me dire que je suis vieux. Moi, il dit que tu es vieux. Tu vas prendre ta retraite. Qu'il ne faut pas, ça va arriver à tes oreilles. Mais je vais chanter ça tous les jours. Mes frères et sœurs, on a 1h30 de direct. C'est vrai que le direct est long aujourd'hui parce qu'il était important de rentrer vraiment en détail et d'apporter aussi des réponses claires à cette démagogie de Laurent. D'apporter des réponses claires. Que tu puisses incarner avec ton groupe une opposition. Moi, ça ne me dérange pas. Dans une république, il faut une opposition. Ça ne me dérange vraiment pas. Mais de là à dire que toi, tu ne prends pas retraite. Voilà, et puis là, tu vas la prendre ta retraite. En bris, tu vas la prendre. Tu vas voir. Nous, on est bêtes. Tu vas la prendre. Regarde, tu vas la prendre. La loi va t'obliger à prendre la retraite. Parce que moi-même, je soutiens la réforme là. Et je vais faire tapage de ça. Les 75 ans, je soutiens ça. Tu vas prendre ta retraite. Il faut regarder seulement. Mes frères et sœurs, on va se laisser. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie aussi ceux qui m'ont insulté. J'ai vraiment apprécié de vous lire. Oui, je sais que je suis très vilaine. Ça ne me gêne pas. Parce que la beauté pour moi, c'est pas ce qui est physique. Parce que même la beauté pour moi, la beauté d'un homme ne se limite pas à son physique. Se limite pas à son physique, mais c'est tant à ce qu'il a comme matière grise. Et ce qu'il a comme argumentation, comme réflexion, comme discernement. La plus belle des beautés, c'est ça. C'est pour ça que quand vous regardez les tableaux là, les tableaux ça coûte cher. Van Gogh n'est pas joli, mais il coûte cher. Parce que c'est l'expression qui compte. C'est pas le bavardage. Van Gogh n'est pas joli. Quand tu le regardes là, mais quand tu regardes, quand tu analyses Van Gogh, toi tu exprimes, ça coûte cher. Donc les tableaux là, si tu vois tableau ou qui est trop joli là, on ne considère pas. Donc la beauté en elle-même, c'est pas ce que tu écris. Moi je m'en fous. Tu ne cherches pas à faire... Qui a dit qu'il a participé à Miss Monde ou Miss Côte d'Ivoire ou Miss Afrique? Non. Moi-même, je suis Miss pour mon mari. Je suis Miss pour moi-même. Quand il me regarde dans le miroir, je suis contente. C'est ce qui est important. C'est que là, tu écris là, c'est pas important pour moi. Non, c'est pas important. Je ne veux même pas être jolie même. Et j'en sais, je ne veux pas que des connards comme toi m'aident. Je vous embrasse. Merci d'avoir partagé, pour ceux qui ont partagé. Et on se dit à très vite, à très bientôt. Je vais aborder le sujet de M. Charles Blé Boudet, mais pas aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Bis à tous. Et puis...